Quand on parle de perversion narcissique, il y a deux certitudes. La toute première, et ne vous réjouissez pas de ça, c'est que ça se finira mal pour eux. Soit ça va se finir mal avec vous, soit dans la prochaine relation, soit bientôt. Mais dans tous les cas, leur histoire se finit mal. La deuxième certitude, c'est que ce que je vais vous décrire aujourd'hui, à la fin de votre relation avec eux, est exactement ce qui va se passer. On parle d'effondrement narcissique aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Avant de voir ensemble les 12 points par lesquels vous allez passer de manière sûre et certaine, on doit commencer par comprendre la chose. D'où vient la blessure narcissique ? Une personnalité narcissique tient majoritairement grâce à deux choses. Tout d'abord, peut-être le moins instinctif, elle tient par le contrôle qu'elle a sur l'histoire qu'elle raconte. En gros, c'est ce narratif qu'elle va raconter à son travail en disant qu'elle a eu tel diplôme et telle réussite avant. Ce qui n'est pas le cas. Mais tant qu'on la croit, elle a le contrôle sur l'histoire. C'est aussi ce que cette personne vous a raconté à vous, sur ses relations antérieures, sur le fait d'avoir été elle-même en relation avec des pervers narcissiques, d'avoir souffert dans son enfance. Ça, c'est le narratif. Tant que tu y crois, cette personne aura un contrôle total sur l'histoire. Et le deuxième point qui découle du premier, c'est recevoir en échange de cette histoire imaginaire de l'admiration. Les gens extérieurs la regardent et ont une bonne image de cette personne. C'est peut-être ce qui te surprend encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette personne perverse est autant aimée par ses amis, à son travail? Parce que pour le moment, ses inventions narratives tiennent. Il est validé par toutes ces personnes à l'extérieur. Malheureusement, les choses font que lorsqu'on ment, un jour, on est découvert. Et il va y avoir certaines choses qui vont déclencher la découverte de ces mensonges. Comme par exemple, lorsque tu poses une limite. Quand tu dis un non, l'autre, bizarrement, devient très nerveux, commence à t'insulter. Ou lorsque tu tombes sur un message dans son téléphone qui ne correspond pas du tout à l'histoire inventée. Ou encore lorsque cette personne aura un échec professionnel ou privé. Ou lorsqu'elle se sentira remplacée. Ou lorsque tout d'un coup, elle perd son statut social. On a découvert à son travail qu'il y avait des soucis. Ou ses amis découvrent que cette personne ment depuis le début ou qu'elle est toxique. Ou lorsque son image publique est menacée. Ou encore, un peu moins facile à comprendre, mais lorsque cette personne va prendre de l'âge. C'est bien facile de mentir quand on est jeune face à des personnes crédules, mais plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué de leur mentir. Les gens te voient arriver, mais il y a plein d'autres choses. Tu peux pas autant séduire sur ton physique arrivé à un certain âge. Tu peux pas autant arriver à te réinventer, même pour retrouver d'autres amis, quand tu prends de l'âge. Généralement, c'est parce qu'on est bienveillant, parce qu'on est chouette, qu'on a des amis d'enfance. Ce sont des personnes qui sont chaotiques, qui vont tout perdre en permanence et qui vont passer leur temps à se reconstruire. Sauf qu'arrivé à un certain âge, ça demande plein d'énergie de se reconstruire, et là c'est compliqué. Et faites-moi confiance, il est très difficile de vieillir, même physiquement, pour une personne qui est perverse, narcissique, qui a passé sa vie à renvoyer une image qu'il essaye de la passer pour parfaite. Cette personne qui a tenté toute sa vie d'éviter qu'on la découvre, qu'on sache réellement qu'elle était creuse, est mise à nu. Tout d'un coup, on sait que cette personne ne vaut rien. Et là, la panique commence. La toute première phase sera de la paranoïa. Et ça, je pense que tu l'as vu déjà. Par exemple, cette personne va interpréter tout ce qui est neutre ou des phrases très simples comme étant hostile. Elle a peur qu'on découvre réellement qui elle est vraiment. Imagine que cette personne a passé une vie entière à faire croire qu'elle était géniale, douce, gentille, généreuse, et que tout à coup, il y a une faille dans l'équation. Que toi, par exemple, tu aies vu la vérité dessus, et que tu puisses potentiellement venir prévenir les autres. C'est extrêmement stressant. Il est nerveux, il regarde partout, il cherche, il fouille. Si jamais tu rentres fatigué, il pense que tu as été parler de lui à d'autres personnes. Si jamais tu caches ton téléphone, il pense que tu es en train de communiquer avec le monde extérieur. Et tu vas observer des comportements qui ne ressemblent pas à ceux d'une simple rupture classique. Par exemple, il va commencer à fouiller ton téléphone. Tu peux aussi te retrouver avec un AirTag dans la voiture, planqué, pour savoir exactement quel est ton chemin et où tu vas. Voir si éventuellement tu ne vas pas même le tromper avec quelqu'un d'autre. Il va vérifier tes comportements, tes horaires, avec qui tu es. Il va te répéter des questions sur le même sujet jusqu'à chercher une faille.
Si jamais la quatrième fois qu'il t'a posé la question, tu réponds différemment, alors tu es coupable, te mettant une pression intense. Il va aussi contacter des amis, des proches, ta famille, pour savoir où tu en es. Pense bien à une chose, imagine un scorpion qui serait là pour te piquer avant même que tu agisses. On est dans une forme de violence préventive. Cette personne veut te bousiller, te détruire, il te voit comme un insecte, un petit ver de terre, il veut t'écraser avant que tu mettes en péril tout son plan. Et il est extrêmement proactif dedans, il fait ça en avance de phase. Toi, tu commences juste à repérer qu'il y a des incohérences dans son histoire, sur ses relations précédentes, sur ce qu'on pense de lui. T'es juste au début de la piste, t'as même pas encore tout découvert, que lui est déjà en mode préventif. Attention, là il y a un souci. Il doit se charger de toi. La phase numéro 2, c'est de reprendre immédiatement le contrôle du récit. Par exemple, il va, de manière préventive, aller confier à tes amis proches, même à ton frère, à ta sœur, à tes parents ou à tes enfants, que tu es instable. Tu as pris une aspirine il y a quelques jours de ça, tu es sûrement un grand dépressif. Tu as un problème mental. Tu as été voir un docteur parce que tu avais le rhume. En réalité, il suspecte que tu sois en dépression depuis longtemps et que tu fasses ça pour prendre des antidépresseurs. Et toi, tu te retrouves à un repas de famille ou avec des amis en train de siroter ton verre de sangria en pensant que tout se passe bien, avec juste quelques doutes sur ton partenaire. Rien de grave. Il est déjà en train de bousiller toute ta réputation, de manière à ce que tu sois pas crédible au moment où tu viennes te plaindre de lui. Tout sera exagéré, tout sera déformé. Si tu ne dis pas grand-chose, ce sera reproché. Si tu parles beaucoup, ce sera reproché. Si tu ne te disputes pas, tu seras reproché. Quoi que tu fasses ou quoi que tu ne fasses pas, tu seras coupable parce que tout est transformé, exagéré, déformé. Par exemple, cette personne te rend fou au quotidien, t'empêche de dormir, t'empêche de réfléchir, te pose des questions en boucle, vient te titiller sur les sujets difficiles. T'as du mal avec ta mère, de quoi elle te parle? Bien évidemment, de ta mère, jusqu'à ce que t'exploses. Attention, hein! T'as pas fait de choses violentes, t'as juste dit un peu plus fort, arrête-toi maintenant, j'ai besoin d'une pause. Là, il va dire à tout le monde, il est violent. Cette personne m'a menacé et j'ai eu extrêmement peur. Au final, sans même que tu te rendes compte, le terrain entier autour de toi, social, est préparé. Parce que toi, ce que tu ne sais pas encore, c'est que dans quelques temps, pas tout de suite, dans 2-3 mois, tu vas aller voir ces mêmes amis en disant ce que tu as trouvé, ce que tu as découvert sur l'autre. Parce que là, tu étais juste au début de la piste, tu savais pas encore tout ce que tu allais trouver. C'est dans 2-3 mois que tu vas trouver le poteau rose, que tu vas trouver que l'autre est complètement déglingué et qu'il y a des problèmes de partout dans ce qu'il raconte. Ça, c'est que dans 2-3 mois. Et quand tu vas arriver, au final, après tout ce temps, après ces 2-3 mois auprès de tes amis, ils ont tous été briefés, tous à 100%. Tu es quelqu'un de violent, tu es quelqu'un d'instable, tu montres des signes qui sont inquiétants, et donc tu vas passer pour quelqu'un qui se défend. Tes amis, et c'est extrêmement perturbant, tu arrives voir tes potes, tu passes juste pour quelqu'un de fou, folle, qui se défend, mais ils ont doute dans leur tête. Dans l'étape d'après, ils doivent te récupérer. Tu es leur source d'approvisionnement. Jusqu'à présent, tu as été un gentil esclave, tu les as vénérés, tu leur as tout donné. T'es un peu comme, je sais pas, un petit employé qu'on pourrait torturer au possible, qui serait corvéable. Ils ont mis du temps à te trouver. Quelqu'un d'aussi corvéable que toi, c'est compliqué à trouver. T'as été bien gentil là-dedans, et du coup, ils perdent tous ces services, toute cette admiration. Comme s'ils t'avaient formé à devenir un esclave pendant tout ce temps, et que tout d'un coup, il faut qu'ils reprennent tout à zéro avec quelqu'un d'autre. Alors, pour ne pas perdre leur source principale d'approvisionnement narcissique, tu es un peu la pompe à essence de leur voiture, ils ont besoin de toi aujourd'hui pour avancer. Ils doivent être glorifiés par quelqu'un. Et tu as déjà réussi à le faire dans le temps, donc pourquoi ne pas continuer? Alors, ils vont redevenir, bizarrement, très séduisants, très gentils. Tu peux avoir des phrases comme « Je suis enfin allé voir un thérapeute ». Toi, tu te dis « Waouh, bon signe ». Ce n'est pas le cas, bien évidemment. Ce n'est pas... Ils n'ont pas été résoudre leurs problèmes, ces thérapeutes. Bien sûr que non. Ils ont menti. Ils mentent à toi, ils mentent à la famille, ils mentent à la famille, ils mentent à tout le monde. D'où est-ce qu'ils iraient dire la vérité à un thérapeute? Non.
Ils y sont allés pour avoir un ticket de reçu de caisse en disant voilà, regarde, j'ai bel et bien payé, moi je fais des efforts. Et chez le thérapeute, ils ont raconté n'importe quoi, ils se font passer pour la victime, c'est toi le monstre, et ils ont demandé au thérapeute comment faire pour en sortir indemne. Tu as des promesses qui sont gigantesques, il a tout compris, elle a tout compris, maintenant tout peut redémarrer à nouveau, ça se passe bien, c'est ça qu'ils vont te dire. Comprends bien une chose là-dedans, c'est que soit tu réponds, soit tu dis oui, parce que tu n'y es pas encore assez retourné. Parce qu'on a tous fait ça, moi le premier. J'y suis retourné 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à ce que je comprenne, comme peut-être toi aujourd'hui. Si jamais tu y retournes, les cycles sont de plus en plus courts. Tu sais, on dit qu'il y a un cycle de bonheur, de phase de lune de miel à chaque fois, et ça s'effondre après. Et plus on avance dans le temps, plus ces cycles sont courts. La lune de miel qui avait duré 3 mois, la deuxième fois, elle dure plus que 1 mois, puis une semaine, puis un jour, puis 1 heure. Et puis vers la fin, tu y retournes, ça dure même pas 5 minutes. Ça a juste été chouette par SMS lorsqu'ils ont tenté de te faire revenir, et tu reviens dedans, c'est l'enfer direct. Mais ce n'est pas tout. Tout à l'heure, je vous ai parlé de comportements préventifs, de destruction préventive. Ils vont activer la jalousie. On dit que un bon pervers narcissique, je sais pas si bon est vraiment le bon terme là-dedans, on dit qu'une personne perverse a déjà des plans de secours. Si jamais ta station d'essence Total ou Esso est près de chez toi, c'est là où tu vas t'approvisionner en carburant. Mais si jamais, je sais pas, c'est en grève, c'est en panne, un truc qui marche pas, ça n'a pas été rempli, tu vas aller à la station d'après. Tu as un plan B pour te réapprovisionner en essence. Chez eux, c'est pareil. Toi, t'es le plan A dans leur vie, pour leur narcissisme. Mais au fil du temps, au fil des mois, il y aura un plan B, un plan C, un plan D. Il y a déjà des remplaçants sur le banc de touche qui sont prêts à intervenir. Donc ce qu'il va faire, si jamais tu partais un peu vite, c'est qu'il y a déjà une autre relation. Si jamais tu partais, il pourrait y avoir très vite sur les réseaux sociaux d'autres photos de cette personne qui est géniale. Donc par exemple, tu peux avoir une story avec un homme influent. Peut-être qu'il ne s'est rien passé encore. Mais en tout cas, ça pourrait. C'est un plan de secours. Son objectif, c'est de te faire douter et surtout de te faire revenir. Il va falloir aussi reconstruire une image, rapidement. L'ancien personnage qu'ils avaient créé, inventé, tel un acteur à Hollywood, ne marche plus. Il est fragilisé. Il faut donc un nouveau rôle. Ils vont par exemple changer de look, changer de coupe de cheveux, changer de cercles sociaux. Ça peut être aussi une nouvelle spiritualité. Tout d'un coup, sur le réseau, tu vas avoir des phrases qui sont pas d'eux-mêmes. Ils vont citer des religions, ils vont citer des courants de pensée, ils vont citer des livres. Ils sont différents, ils font leur chemin de croix parce qu'ils ont enfin compris quelque chose sur la vie et ils sont encore plus puissants aujourd'hui. Tu peux aussi, dans ces moments difficiles, quand on est sur le point de rompre, entendre tout à coup des nouveaux mots ou des nouvelles phrases. Ça fait des années que tu es avec cette personne, il n'a jamais utilisé ces phrases-là. Tout d'un coup, c'est différent. Tu te demandes si ça vient de lui, de son amant, de sa maîtresse, d'un livre. Tu comprends pas tout, c'est cette image qui est reconstruite différemment. Mais comme t'es un dur à cuire, ça ne fonctionne pas, et donc tu vas dire, malgré tout ça, je ne veux pas revenir. C'est là que va arriver l'étape d'après. La pression. Ça va être dur, ça va être beaucoup de menaces. On va te dire que tes enfants, tu les reverras jamais. On va te parler de tribunaux, soit à la famille, soit pour des affaires. Quoi qu'il se passe chez toi, il va te dire, je vais t'attaquer. Tu vas tout perdre. Je vais vider les comptes. Je vais bloquer aussi tes accès aux comptes. Tu peux avoir des ultimatums dignes d'un film de Netflix. Si jamais tu n'accèdes pas à mes demandes sous 3 heures, alors voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'est une prise d'otage ou est-ce que c'est ma vie? Eh ben non, apparemment, c'est ma vie. Alors, à noter que dans ces derniers points, ils peuvent être utilisés soit dans l'ordre que je donne, soit dans l'autre sens. Soit même, parfois, il peut y avoir un peu de chevauchement. Un peu de pression, par exemple, et beaucoup de victimisation par la suite, ou en même temps. Par exemple, tu peux avoir un chantage émotionnel. Tout d'un coup, c'est des pleurs, ou des crises. Tu détruis notre famille. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? C'est de ta faute. Toi, tu réfléchis, tu te dis, écoute, ça fait quand même des années que tu me fais subir un enfer. Je pense pas que ce soit de ma faute. Je pense que c'est plutôt sain de partir aujourd'hui. Non, c'est de ta faute. C'est toi qui détruis la famille, bien évidemment. Tu peux recevoir aussi des messages alarmants tard la nuit. Je vais mettre fin à tout ça. Des fois, c'est un peu subtil. Tu sais pas trop s'ils parlent de leur propre vie ou d'autres choses. Si jamais tu as un doute dans ces cas-là, déjà, il faut savoir que ce doute-là, il est créé exprès pour que tu agisses, pour que tu interviennes, pour que tu viennes. Maintenant,
parce que tu es un humain responsable, si quelqu'un te fait des menaces graves ou fait même des menaces sur sa propre vie, on appelle la police immédiatement. Ce n'est pas ton retour qui empêchera un passage à l'acte si cette personne est malade, si c'est un vrai passage à l'acte. On a souvent tendance à surestimer nos propres capacités à guérir quelqu'un. Tu ne peux pas soigner, admettons que cette personne, tu te sois trompé, cette personne n'est pas perverse narcissique, tu ne peux pas sauver quelqu'un seul. On fait intervenir le corps médical parce qu'on est responsable. Donc si jamais il y a le moindre doute, on prévient vite les autorités ou alors tout organisme de santé. On parlait de la pression, on parlait de la victimisation intense, il y a aussi un gaslighting chaotique. C'est-à-dire que la réalité ne sera plus la réalité. On va te sortir des phrases ou des faits qui sortent de nulle part, qui ne sont jamais arrivés. On va te dire par exemple que tu étais à tel endroit tel jour, c'est faux. Que tu as dit telle phrase, c'était faux. Mais pour rappel, même si on répète 100 fois quelque chose de faux, pour autant ça ne devient pas vrai. Ça reste faux. Le discours va changer aussi. Chaque phrase qu'il a envoyée sera réinterprétée différemment. Non, tu l'as mal compris, ce n'est pas exactement ça que je disais. Tu es dans des sables mouvants. Tu ne peux pas avancer. Quoi que tu fasses, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. On arrive donc sur les dernières phases. Il va y avoir une escalade progressive. Il y aura de plus en plus d'insultes, c'est-à-dire une forme de violence psychologique qui peut aussi aller avec de la violence physique, des immenses campagnes de dénigrement. Toi, par exemple, tu ne te permettrais pas d'appeler sa famille pour critiquer, pour abaisser, pour défendre, pour te victimiser. Eux, bien évidemment, vont le faire. L'idée étant de ruiner ta réputation au maximum là-dedans. De manière plus surprenante, il peut aussi y avoir ce qui s'appelle des effondrements invisibles. Par exemple, cette personne va s'isoler. Son histoire à l'extérieur n'est plus crue. Cette personne est dénigrée et donc elle va s'isoler quelque temps, se faire un tout petit peu oublier, faire penser qu'il est en train de changer, puis revenir par la suite. Le dernier acte étant là-dedans, alors généralement la rupture, elle a lieu soit là, soit un tout petit peu avant, soit en plein dans ces phases-là. Rupture extrêmement théâtrale. Tu me quittes, tu as détruit la famille, je vais te détruire. Pas très bon. Je suis pas sûr que j'aurai un rôle quelque part un jour à Hollywood. Des accusations qui peuvent être extrêmement graves, des exigences qui sont dénuées de tout sens commun et des longs emails qui vont dans tous les sens, des longs messages. C'est absolument insupportable. C'est de la salade de mots. C'est-à-dire que les phrases prises séparément auraient un sens, mais là, mis tout ensemble, ça ne veut absolument rien dire. Rappelle-toi qu'avec une personne qui est perverse narcissique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Leur objectif, c'est de te faire remonter sur le ring pour te battre à l'oral avec eux. C'est au moment où tu quittes la salle de boxe, que tu ne montes plus sur ce ring verbal, que tu auras gagné. On ne cherche plus à comprendre, on ne cherche plus à justifier, on cherche juste à sauver sa vie et on part. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que si vous êtes en contact avec une personne qui est perverse narcissique, vous avez reconnu la majorité des points par lesquels vous êtes passé. Rassurez-vous, ça s'arrange après. La guérison démarre le jour où on sort de tout ça. Je vous aime. Salut à tous. Bye.